Je vais réfléchir à ça, je vais je l'envoie. Moi, je vais réfléchir aussi. Et puis ça ira. C'est le fait qu'on a des technocrates politiques à la tête. La quatrième partie, parce que je pense que tel qu'il a dit là, ça fait pas le même. Mais la troisième partie, ça pourrait être. Claude Cohn-Bendit, lors de la dernière séance, vous nous avez expliqué les principes de la physique quantique et surtout le contenu des travaux qui vous ont valu le prix Nobel de physique en 1997. Comment est-ce que vous l'avez appris, ce prix Nobel? Comment ça s'est passé pour vous et quelles ont été vos réactions immédiates? Concrètement, j'étais chez moi, je crois un mercredi matin, je préparais un cours pour le Collège de France. Donc, souvent, quand je prépare un cours, je reste chez moi pour ne pas être trop dérangé par des coups de téléphone. Et j'ai reçu un coup de téléphone vers les midi et demi, qui venait de Stockholm. Et j'ai le président du jury et, je crois, le secrétaire de l'Académie des sciences de Stockholm, qui m'a annoncé que j'avais le prix Nobel et qui a lu la citation et qui m'a dit les noms des deux autres lauréats. Donc, qu'est-ce que vous avez fait aussitôt? Bon, c'était évidemment un immense grand bonheur, un choc émotionnel. On a essayé tout de suite de téléphoner à nos enfants, mais c'était midi et demi, ils étaient en train de déjeuner, donc je n'ai pas pu les contacter. Et puis, un quart d'heure après, les journalistes sont arrivés et j'ai dû me sauver au laboratoire sans manger, j'avais pas eu le temps de manger, pour me réfugier un petit peu là-bas. Et ça a été un tourbillon, j'ai même pas eu le temps de me changer, donc je suis parti comme j'étais. Et toute l'après-midi. Plutôt qu'au laboratoire. Ils sont venus à mon domicile, oui. Donc, commencer à faire des interviews. Enfin, c'était CNN qui est devenu en moto. Puis au laboratoire, plusieurs journalistes de télévision, de radio, de nombreux coups de téléphone. Et ça a été un petit peu le tourbillon toute la journée. Et là, vous avez compris que la vie serait plus tout à fait comme avant. Oui, absolument, oui. C'était depuis cette période, ça a été quand même la vie change de manière assez importante. Et évidemment, c'est un immense encouragement pour l'équipe de recherche. Et c'est toujours réconfortant de voir que la recherche fondamentale est reconnue, et que l'intérêt se porte sur un type de recherche. Il y a beaucoup ça donne l'occasion d'expliquer ce qu'on fait, de montrer l'importance de la recherche fondamentale. Donc, c'est un aspect extrêmement valorisant et positif. À côté de cela, il y a aussi beaucoup de sollicitations après qui arrivent, de demandes de signatures, d'interviews, de conférences qui font que l'emploi du temps devient très difficile à gérer au bout d'un certain temps. Mais l'annonce elle-même, est-ce qu'elle vous a vraiment surpris ou est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour le comité Nobel vous repère? Je m'y attendais pas, je m'y attendais plutôt quelques années auparavant parce que dans les années 93, on avait reçu la visite d'une délégation, enfin d'un physicien qui appartenait au comité Nobel, qui a visité le laboratoire, qui a visité aussi de nombreux autres laboratoires. Ces membres du comité Nobel ne s'arrêtent pas de visiter, ils passent toute l'année à visiter des labos, voir des expériences, discuter avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants à un moment donné, donc on ne sait pas, le secret est très bien gardé, il n'y a aucune fuite, donc je n'avais pas de raison de penser que ceci arriverait cette année-là ou une autre année. Des fois, on a vu des travaux couronnés 20 ou 25 ans après que ces travaux aient été réalisés. Donc, vous savez comment ça se passe? Le jury contacte environ 2 ou 3 000 personnes dans le monde pour demander de faire des propositions et ils ont des délibérations qui restent absolument secrètes. Et comment ça s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi, jusqu'à la remise officielle du prix lui-même? Alors, les jours qui ont suivi, comme je vous dis, ont été pris par un tourbillon de choses diverses. Il fallait préparer aussi sa leçon Nobel, parce que il faut qu'on fasse la leçon d'une heure, donc il fallait l'écrire aussi, parce qu'elle est publiée, préparer le voyage. Et quelle durée entre l'annonce du prix Nobel et la remise elle-même? Il y a quelques semaines. Le prix Nobel, je crois, a été annoncé le 15 octobre, et la remise a lieu aussi. Alors ça, c'est toujours la même date pour la remise, c'est l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, qui est le 10 décembre. Donc c'était le 10 décembre à Stockholm. Et donc là, c'est aussi la semaine à Stockholm, c'est vraiment un emploi du temps à ce moment-là absolument terrible. Du matin au soir, on est pris par des interviews, des journalistes, des manifestations, des repas. C'est un petit peu comme un conte de fées. Pendant une semaine, on n'est plus les pieds sur terre. Vous êtes complètement pris en charge? Alors oui, ça c'est remarquable. Chaque prix Nobel a un ou une attachée
qui s'occupe de lui, qui résout tous les problèmes matériels. On a une limousine à sa disposition pour faire les déplacements. Les Suédois font ça de manière absolument remarquable. On a un emploi du temps à la minute près de tout ce qui doit être fait. On fait une répétition de la cérémonie. Rien n'est laissé au hasard. Donc c'est quelque chose qui est fait de manière remarquablement efficace. Quel souvenir vous gardez de la cérémonie proprement dite? D'abord, c'est très impressionnant. La salle est très bien décorée. Il y a beaucoup de fleurs parce que je crois qu'Alfred Nobel est mort à San Remo. Et depuis le début du prix Nobel, la municipalité de San Remo envoie des tas de fleurs qui sont mises dans la salle où a lieu la remise du prix Nobel. Donc c'est extrêmement bien décoré. En plus, il y a le roi, la reine, la princesse, la tante du roi qui sont avec des costumes d'apparat très, très impressionnants. On rentre en file avec chacun un parrain. Et puis cette cérémonie, on l'a répétée le matin même, de manière extrêmement précise. La famille est au premier rang dans la salle. Et puis après, donc tout de suite après, on part en cortège. Les 10 limousines, il y avait 10 prix Nobel cette année-là, les 10 limousines qui se suivent avec des voitures de police qui ouvrent. Les Suédois sont très friands de cette journée. Ils sont tous dans la rue, ils regardent passer. La télévision retransmet le repas, le banquet, la cérémonie pendant 5 heures consécutives. On arrive donc à l'hôtel de ville et là, il y a les ambassadeurs des pays concernés. Puis le cortège se forme. Il se trouvait que ma femme Jacqueline était la cavalière du roi, donc elle est descendue les escaliers de l'hôtel de ville au bras du roi, avec un petit peu la panique de se prendre les pieds dans sa robe et de tomber. Donc ça a été pour elle un souvenir extrêmement important. Et donc on arrive, on se met le long d'une table. Jacqueline était entre le roi et le Premier ministre. Il y avait la télévision braquée sur donc le roi pendant 4 heures, avec tout un cérémonial, des toasts. En plus, il y a une tradition en Suède, c'est que on ne boit jamais un verre d'alcool sans faire ce qu'on appelle skål à un convive. C'est-à-dire on prend le verre, on le soulève le verre, on se regarde dans les yeux, on dit skål et on boit après. Et on lui avait dit avant que elle n'avait pas le droit de faire skål au roi. Il fallait pour boire qu'elle attende que le roi lui fasse skål. Et que le roi ne lui avait pas fait skål. Donc elle avait un très bon verre de vin devant elle, mais elle n'avait pas pu le boire jusqu'à ce que la tante du roi en face, c'était rendu compte de la situation, elle avait fait skål à Jacqueline. Donc c'est un folklore extrêmement amusant. J'avais aussi mes enfants, mon frère, ma sœur, tous mes collaborateurs, Jean Dalibard, Christophe Salomon, Alain Spé, Serge Haroche. Donc, on était un groupe de 19 personnes à l'hôtel, au Grand Hôtel de Stockholm. Donc, on a passé vraiment une semaine, un tourbillon. Et vous avez prononcé votre conférence Nobel? Ah, ça, c'est pas le même jour, c'est un autre jour. Donc, les 3 lauréats présentent l'un après l'autre la conférence. Je trouve que j'ai pu la lire, et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point vous tenez à mettre en avant tous vos collaborateurs passés et présents. Et de sorte que quand on lit votre conférence Nobel, on se demande quel rôle personnel vous avez vraiment joué, tellement vous vous cachez derrière le paravent du travail collectif. C'est un travail quand même d'une équipe, et c'est normal de rendre justice au travail de ses collaborateurs. Et ça a été le même cas pour mes 2 collègues, William Philippe et Steve Chu, ont aussi amené avec eux tous leurs collaborateurs qui sont venus pendant toutes les 7 jours de la semaine Nobel et qui ont participé à tous les événements. Vous les connaissiez très bien d'ailleurs, vous aviez eu l'occasion de les recevoir. Bill Phillips, je l'appelle Bill parce que on l'appelait Bill, il a passé 1 an à Paris, il est venu je crois en 90, il a passé 1 an à Paris, ses 2 filles ont été tout de suite dans un lycée français, au bout de 2 mois elle parlait couramment français et les mots d'argot, et Bill avait suivi des cours de français avant de venir, et pendant tout son séjour il a parlé français, donc il s'est parfaitement intégré à la vie de l'équipe. Et Steve Chu, lui, est venu 1 mois seulement. Je l'avais invité comme professeur au Collège de France sur la chaire d'État réservée aux collègues étrangers. Il a fait 4 cours pendant 1 mois, donc il est aussi très heureux d'avoir passé un certain temps à Paris avec sa femme. Moi-même, bien sûr, j'ai visité les 2 laboratoires, et Jean Dalibard a fait un stage postdoctoral de 6 mois chez Bill Phillips. Donc, à la différence de ce qui se passe dans certains cas où il y a des compétitions dures qui apparaissent entre même les lauréats d'un prix Nobel,
l'entente entre les 3 lauréats de cette année est parfaite. C'était vraiment une amitié très solide et un esprit très coopératif entre les 3 personnes et leur groupe. D'une façon générale, quel est votre rapport avec les honneurs qu'on vous fait? Est-ce que vous êtes flatté? Est-ce que vous êtes agacé par la pression qu'on vous impose? Comment est-ce que vous vivez ça? Ce serait prétentieux de dire que on n'est pas heureux d'avoir reçu le prix Nobel, ça je ne le dirais pas. C'est un immense plaisir, un immense bonheur, mais par moments, la pression qu'on a sur soi, pression souvent qui vous demande de vous exprimer sur des sujets qui ne relèvent pas du tout de votre expertise, qui vous demandent de... Beaucoup de gens croient que parce qu'on a le prix Nobel, on peut s'exprimer sur tout. Donc ça, je trouve ça un peu désagréable. Et donc j'essaye de me protéger et de limiter mes interventions publiques au domaine où j'ai une expertise et une compétence. Et de refuser de prendre position sur tel ou tel autre sujet. Mais ça vient peut-être de ce qu'on attend des prix Nobel, quelle que soit la discipline pour laquelle ils ont été récompensés, qu'ils jouent pour la société le rôle d'intellectuel et donc s'expriment sur des questions qui paraissent essentielles au public, même s'ils n'ont pas l'expertise que vous évoquez. Oui, mais à ce moment-là, je crois qu'il faut faire attention parce que, bien sûr, comme citoyen, j'ai le droit d'avoir mes opinions sur tel ou tel problème et de les exprimer, mais c'est différent de les exprimer en tant que prix Nobel. Ça a l'air de vouloir imposer aux autres sa propre conception, et ça, je suis personnellement réticent. D'autre part, il y a des fois des manœuvres un petit peu douteuses où on essaye de vous impliquer dans des associations ou dans des prises de position qui ne sont pas forcément toujours sérieuses. Donc il faut être particulièrement vigilant, je crois. J'imagine que vous êtes très sollicité par les médias à toute occasion. Et quelle est votre règle? Comment décidez-vous d'accepter mais alors là, c'est un sujet un peu délicat parce que je ne refuserai pas à intervenir dans les médias pour parler de science de manière sérieuse et complète. Mais j'ai souvent remarqué que les journalistes essayent d'obtenir de vous des petites histoires et qui ne s'intéressent pas finalement réellement à ce que vous voulez dire. Ou alors qu'ils vous invitent dans des émissions, je ne me rappelle plus lesquelles, mais des émissions un peu bizarres où on essaie de faire un scoop. Et là, je suis franchement réticent. Le résultat, c'est que vous êtes parmi les 3 prix Nobel récents en physique en France, le moins connu. Il me semble que médiatiquement, vous êtes moins présent que les 2 autres. Sur quoi? Sur les écrans de télévision? Non. Oui. J'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais... Disons qu'il m'est arrivé souvent de refuser de participer à des émissions de variété par exemple, où on ne s'intéressait pas à moi en tant que physicien, mais on voulait m'impliquer dans des trucs qui ne m'intéressaient pas. Alors en ce moment en France, on parle beaucoup des problèmes de la recherche, notamment de la recherche fondamentale qui subit une sorte de crise dans ses financements, dans son organisation, dans l'affection que le public peut lui vouer. Là, j'imagine que vous vous sentez légitime pour vous exprimer sur ces sujets. Mais là, je peux vous donner à ce sujet un exemple de ce que j'aime pas dans l'approche très fréquemment suivie par les journalistes. J'ai récemment écrit un article dans Le Monde à la suite de ma leçon de clôture au Collège de France. Et quelques jours après l'apparition de cet article, TF1 m'a téléphoné pour me demander de participer d'intervenir dans le journal télévisé. Ils voulaient venir au laboratoire, ils voulaient passer 2 ou 3 heures pour filmer des expériences. Et puis ils m'ont dit que le spot durait 2 minutes. Alors, je pensais que pourrais parler de la recherche en France et de la situation actuelle en 2 minutes. Non, c'était pas ça. J'avais droit à 20 secondes. Et on me demandait de résumer toutes mes idées sur la recherche en 20 secondes. Bon, dans ces conditions, j'ai refusé. Je trouvais que c'était à la limite humiliant d'avoir à donner un message en 20 secondes sur un problème aussi complexe. Alors certaines personnes ont dit que j'avais eu tort, que j'aurais dû intervenir quand même et dire quelque chose d'important en 20 secondes. Personnellement, je ne suis pas senti capable de prendre un problème aussi complexe et de le traiter en 20 secondes. Je trouve que quand on regarde effectivement certains journaux télévisés, on a l'impression que c'est toujours extrêmement superficiel et que tous les problèmes sont effleurés et aucun n'est traité sérieusement. Alors que je suis persuadé que le grand public aimerait de temps en temps
qu'on passe un peu plus de temps à expliquer les tenants et les aboutissants d'un sujet. Et vous seriez donc prêt à le faire si la proposition vous en était faite? Bien sûr, ça je l'aurais fait volontiers. D'ailleurs, quelques heures après, on m'a rappelé pour me demander d'intervenir le lendemain à LCI dans un débat, à ce moment-là, d'1 heure, avec 2 autres personnes. Et ça, bien sûr, j'ai accepté. On parle beaucoup en France, mais pas seulement en France, d'ailleurs en Europe et même aux États-Unis, d'une désaffection des jeunes pour les études scientifiques. C'est une désaffection difficile à analyser, mais quantitativement, elle se révèle de façon incontestable. Le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans les disciplines dures comme la physique est en constante décroissante, au point qu'on s'inquiète de ce que seront les professeurs de physique du futur. Est-ce qu'ils seront bien formés? Est-ce qu'ils seront suffisamment nombreux? Quelle est votre analyse de ce problème qui commence à inquiéter les pouvoirs publics? Oui, je suis tout à fait inquiet et perturbé par cette évolution. Et je pense qu'elle est due à plusieurs raisons. D'abord, le fait que les carrières de la recherche sont, à tort ou à raison, bouchées, et que beaucoup de jeunes lycéens préfèrent s'orienter vers des carrières plus lucratives, plus faciles. Le fait est aussi que les programmes, peut-être des enseignements, aussi bien scolaires qu'universitaires, ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dégradation dans ce domaine? Est-ce que, par exemple, à votre époque, quand vous étiez lycéen ou étudiant, vous pensez que les programmes étaient mieux adaptés qu'ils ne sont aujourd'hui? Je dirais pas ça, mais je dirais peut-être que on avait plus de... Je pense aussi qu'on travaillait davantage. Je pense qu'on a donné un petit peu aux enfants l'idée qu'on pouvait réussir en travaillant moins. Et je pense que ça, c'est pas honnête. Il faut, pour réussir, il faut énormément travailler. D'autre part, il y a incontestablement une image négative de la science qui s'est petit à petit introduite dans le grand public, à la suite de considérations erronées, bien sûr, sur les dangers de la science, sur les perversités auxquelles elle peut conduire. Et je pense que ça a diminué le prestige qui était apporté, avec lequel on considérait, disons, ce type d'activité. Pour en revenir aussi à l'enseignement, je me souviens, quand j'étais jeune, qu'il y avait un respect qui était accordé aux instituteurs, aux professeurs, qui était considérable. Et je pense que le prestige social qu'ont les enseignants, dans notre pays et sans doute aussi dans les autres pays, a beaucoup diminué. Et peut-être ceci explique le fait que les élèves, les étudiants se sentent moins impliqués, se sentent moins concernés et travaillent peut-être pas avec le même enthousiasme qu'auparavant. Je pense que la question de savoir si la science est dangereuse ou pas est une question très compliquée, mais l'amalgame vient sans doute du fait qu'on confond science et technologie, c'est-à-dire qu'on a tendance à identifier la science et les objets ou les produits qu'elle permet de fabriquer ou de commercialiser. Et ce qu'on reproche à la science, finalement, c'est peut-être simplement ce qu'on reproche à la technologie. Oui, bon, déjà sur ce point, je ne serais pas d'accord, parce que la technologie a quand même considérablement amélioré la vie des hommes et des femmes sur Terre. Beaucoup de maladies ont été vaincues, on vit dans des conditions de confort beaucoup plus agréables, des tâches pénibles ont été remplacées par des machines. Donc je ne crois pas qu'on puisse considérer que la technologie ait été uniquement une source de nuisance. Elle a quand même permis d'allonger la vie humaine par presque un facteur 2, elle a permis de contrôler les naissances, elle a permis de vivre de manière plus confortable, de communiquer de manière beaucoup plus rapide. Donc je pense quand même que la technologie a considérablement amélioré la vie des hommes sur Terre. Alors c'est vrai que certains dangers sont là, certains périls peuvent résulter d'une application mal utilisée ou utilisée à mauvais escient, mais il faut bien se rendre compte que quoi qu'on fasse, on ne peut pas arrêter le progrès scientifique, on ne peut pas arrêter le désir de comprendre davantage et de pénétrer plus avant dans les mystères de la nature. Donc je crois qu'il faut accompagner le développement scientifique et le développement technologique avec, disons, une éducation du public et une éducation des scientifiques aussi à des considérations éthiques.
Et personne ne conteste qu'il y ait eu un progrès technologique et technique considérable en un siècle, mais on observe que il y a toujours une frustration qui demeure, comme si ce progrès ne suffisait pas à enclencher d'autres formes de progrès sociaux, psychologiques, et c'est peut-être de là que vient la remise en cause qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense, oui, c'est vrai, ça c'est certainement un élément qui peut expliquer cette méfiance. Il y a aussi le fait, je pense, qu'il faudrait que les médias en particulier, les enseignants, les chercheurs, essayent de transmettre à la population, au grand public, une perception plus claire et plus précise de ce qu'est la science. Je pense qu'une grande partie de la méfiance qui est manifestée à l'égard de la science provient de son ignorance. C'est vrai que la science est devenue plus abstraite, plus complexe, qu'elle fait peur aux gens, et que quand on ne connaît pas quelque chose, quand on s'en méfie, et on imagine qu'il y a derrière ces choses-là des dangers. Donc, il faudrait, à mon avis, faire un effort considérable pour développer ce que j'appellerais une culture scientifique dans le grand public, pour apprendre aux gens à raisonner, à évaluer les risques, parce qu'il n'y a pas d'activité sans risque, et à devenir des citoyens responsables. Beaucoup de peurs sont solubles dans le savoir, c'est-à-dire que si le public était mieux informé des tenants et des aboutissants, les peurs seraient transformées en d'autres modes de réflexion. Mais on ne peut pas non plus contester le fait que depuis une quinzaine d'années, en France, un énorme effort de vulgarisation a été tenté par le biais de livres, d'émissions de télévision, peut-être pas assez, mais il y en a eu quand même. Il y a eu l'apparition d'Internet. Et on a l'impression que cet effort-là n'est pas couronné de succès, c'est-à-dire que la culture scientifique, comme vous dites, n'augmente pas vraiment dans le public. Et on doit peut-être s'interroger sur la façon de parler de la science aussi. Est-ce que vous avez une explication de cette difficulté qu'il y a à diffuser la connaissance scientifique? Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut comprendre les résultats de la science ou ses conquêtes que si on a un cerveau qui est déjà préparé par les études ou par une structuration préalable à les recevoir? On a l'impression qu'il y a des formes de psychologie, si vous voulez, qui sont rétives à toute argumentation scientifique. Moi, il est certain que les aptitudes à saisir un raisonnement scientifique peuvent varier de manière considérable d'un individu à l'autre. Mais je pense qu'il y a un effort considérable à faire au niveau de l'enseignement, et je dirais même au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Et à cet égard, je crois que l'initiative de mon collègue Georges Charpak de démarrer ce programme qu'on appelle La main à la pâte avec Yves Quéré et Pierre Lénoy est quelque chose d'extrêmement utile. Parce que ça permet à des jeunes enfants, à l'âge où la curiosité est encore intacte, grande, de familiariser ces jeunes enfants avec le fait d'observer un phénomène, d'essayer de l'interpréter, d'essayer de monter des petites expériences simples pour tester telle ou telle idée, d'écarter certaines explications, de retenir d'autres, bien sûr tout cela avec l'aide de l'instituteur. Ceci me paraît très important dans la mesure où ça donne à l'enfant une image claire de ce qu'est la démarche scientifique, qui est basée sur l'observation, sur l'hypothèse, et ça lui donne de la science une image beaucoup plus active. Ça lui donne l'impression de participer à cette activité scientifique. Et si cet effort était maintenu dans l'enseignement secondaire puis supérieur, et je sais qu'il y a des tentatives de le faire actuellement au niveau du secondaire, je pense que des enfants, des jeunes gens, les jeunes filles devenus citoyens auraient de la science et de la démarche, de la progression de nos connaissances, une idée plus scientifique, une idée plus claire, et ils comprendraient mieux que cette activité n'est pas du tout quelque chose qu'on essaye d'imposer, des vérités qu'on essaye d'imposer aux autres, mais elle résulte d'hypothèses, d'observations. Elle comporte une part de risque, comme toute activité humaine, qu'il faut évaluer, essayer de réduire. Elle comporte des dangers qu'il faut essayer de maîtriser. Elle donnerait donc, je pense, une image plus réelle, plus concrète de ce type Mais vous pensez qu'il y a une éthique
propre à la recherche scientifique, c'est-à-dire que s'engager dans la recherche pour une société ou pour un individu, c'est mettre en avant une certaine forme d'éthique, de rapport à la vérité. Oui, je pense. Donc c'est pas une activité tout à fait analogue aux autres, elle n'a pas d'équivalent. Mais je pense que un des grands mérites d'une formation scientifique du type de celle que j'évoquais serait de donner aux gens un esprit critique, de leur apprendre à raisonner, à réagir de manière, disons, rationnelle devant tel ou tel événement, devant telle ou telle éventualité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Souvent, les gens se réfugient derrière des croyances toutes faites, des préjugés, et il faut au contraire développer chez les individus le doute qui est créateur, la remise en question, comme on l'évoquait dans une précédente séance, la compréhension de la nécessité constamment de se recycler, de s'instruire à chaque étape de l'existence. Et ceci me paraît très très important. Pourtant, au XXe siècle, il y a eu une montée en puissance considérable de la science et de ses applications. On n'a pas observé corrélativement une augmentation de la rationalité collective et un siècle qui a assisté à l'explosion du progrès scientifique a été aussi un siècle barbare à bien des points de vue. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'étanchéité finalement entre notre pouvoir de comprendre et de connaître et puis la façon dont nous vivons en société. Je pense que c'est dû aussi en partie au fait que la tendance naturelle est de devenir superficielle. On est tellement écrasé par la masse d'informations qu'on a. Vous avez évoqué Internet, la rapidité des communications, que souvent on ne prend pas le temps de réfléchir, de filtrer un petit peu toutes ces informations et d'essayer d'en extraire quelque chose qui a un sens. Donc je pense que la civilisation actuelle est trop basée sur la notion de rapidité, gagner de l'argent rapidement, lire rapidement des journaux, lire de moins en moins d'ouvrages. Il y a cette nécessité de l'étude en profondeur, de l'analyse, de la réflexion, qui n'est plus assez développée. Nous serions victimes d'une sorte de crise de la patience. Oui, je pense. Et c'est parce que la distraction s'infiltre dans tous les secteurs de la vie sociale que l'appétit pour la connaissance est malmené. L'image qu'on donne à la télévision d'un idéal. Quand un enfant regarde la télévision, il voit des gens qui gagnent des sommes énormes à des jeux télévisés. Donc on peut réussir sans travailler, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il a un petit peu cette idée, puis quand on va lui demander qu'est-ce que tu veux faire, évidemment il faudrait trouver des métiers où il aura très vite beaucoup d'argent et toutes les facilités de la vie dont il voit les charmes présentés par les publicités nombreuses auxquelles il est soumis. Donc je pense que cet excès de médias, de publicité, de communication rapide, de lecture superficielle, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de corriger. Et il me semble qu'une formation scientifique solide, intelligente, de même qu'une éducation artistique, littéraire plus développée dans l'enseignement, permettrait de corriger ces défauts et permettrait de redonner aux enfants le goût d'une étude plus approfondie. Ce sera difficile de revenir à l'état antérieur. Donc, vous évoquiez lors d'une séance précédente votre enfance en Algérie, oui, expliquant que vos parents avaient insisté sur le oui, rôle de l'éducation. Pas de télévision, peu de distraction, j'imagine. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile de résister pour des parents au flux qui veut entrer dans la tête des enfants. C'est vrai. Parce que ça, c'est pas la plus grosse menace, finalement. Nous allions au cinéma une fois par mois. Donc on était obligé de s'inventer soi-même des distractions, des jeux. Je me souviens qu'on faisait nous-mêmes les jeux avec lesquels nous nous amusions. On avait plus de discussions, plus d'échanges entre parents et enfants qu'il n'y en a aujourd'hui, ça c'est certain. Et c'est une évolution qui est difficile de contrôler, effectivement. Et comme dit, je ne suis pas sûr que ce soit possible de revenir en arrière, mais je crois beaucoup quand même en l'éducation. Et je pense qu'un professeur, un instituteur peut donner
peut communiquer à des jeunes enfants le goût de s'instruire, le goût de regarder les choses de manière plus profonde, moins superficielle. Pour finir avec cette question de la place des chercheurs et de l'appétit pour la recherche dans le monde contemporain, j'ai lu que parmi les 50 Français préférés des Français, il n'y a pas de chercheurs, ni même de scientifiques. En revanche, quand on interroge les quelques Français préférés des Français, ils disent que les personnes qu'ils admirent le plus sont les chercheurs et les médecins. Donc j'imagine que vous penserez avec moi que tout espoir n'est pas perdu, que les chercheurs sont encore aimés au deuxième degré, au deuxième ordre plutôt. Je l'espère. Vous insistiez tout à l'heure sur l'importance d'acquérir la capacité de douter, et oui, vous disiez que les études scientifiques étaient une bonne école dans cette perspective. Or aujourd'hui on assiste plutôt à une accentuation des fondamentalismes, des certitudes arbitraires. Est-ce que ça vous inquiète ? Énormément. Je trouve que l'aspect le plus inquiétant du nouveau siècle que nous commençons, le XXIe siècle, est justement cette poussée de fondamentalisme à laquelle on assiste dans de nombreux pays. Là aussi, je pense que l'éducation, la formation scientifique permettent d'acquérir cette capacité de douter, cet esprit critique, cette affirmation du fait qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'il faut constamment remettre en cause les concepts qu'on a dégagés. Je pense que cette activité peut servir de rempart et de protection contre cette tentation de croire qu'on détient la vérité absolue comme elle a posé à tout le monde. Donc je crois qu'un des enjeux essentiels que nous avons devant nous, c'est de développer l'éducation, non seulement dans les pays développés, auxquels nous avons fait allusion jusqu'ici, mais également dans les pays en voie de développement, qui souffrent de grandes misères économiques et qui ont besoin, disons, d'améliorer leur niveau de vie de manière... En même temps, on se rend compte que la science ne répond pas à toutes les questions que l'homme se pose, contrairement à ce qu'avait envisagé Renan et d'autres à la fin du XIXe siècle. La science ne nous aide pas à penser les questions qui nous sont essentielles, par exemple les questions qui fondent nos valeurs, sur la liberté, le sens de la vie, la justice. La science exhibe de l'universel, mais cet universel est cantonné dans un champ qui ne parvient pas à atteindre les questions qui nous sont fondamentales collectivement. Donc il faudra bien répondre à ces questions sans en passer par la science. Et c'est peut-être par cette brèche-là que les fondamentalismes réapparaissent. Et la science a du mal à trouver sa bonne place dans ce dialogue qu'on essaie de... Bien sûr, mais je pense que dans les tentatives de réponse aux questions que vous évoquez, il faut faire preuve des mêmes qualités que dans l'activité scientifique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une réflexion philosophique, religieuse ou tout autre type. Il faut se garder de la prétention qui consiste qu'on détient la vérité. Et la science est une bonne activité pour montrer que toute notion acquise peut être remise en question et doit être soumise à des tests et validée. Le progrès ne se fait que par des réfutations de modèles de plus en plus élaborés, mais chaque fois le scientifique doit mettre en doute ce qu'il a fait pour essayer d'aller plus loin. Cette attitude générale dans la vie est importante également, qu'on a une démarche philosophique ou religieuse pour éviter de se croire imbu de la vérité universelle et puis suffisamment imbu pour, au nom de cette croyance, asservir toutes les autres. Beaucoup de gens ils prétendent qu'il est légitime pour eux d'ignorer la science parce qu'elle ne leur apporte rien de concret. Est-ce que cette attitude vous semble acceptable ? Est-ce qu'on peut la revendiquer ? Ou est-ce qu'il faudrait essayer de la combattre en montrant que la science apporte dans son champ des réponses qui ne sont pas susceptibles d'être remises en cause ? Oui, je pense que les résultats obtenus par la science sont des résultats qui sont universels, sont obtenus dans un langage universel. Ils sont soumis à des protocoles. N'importe quelle personne dans le monde peut refaire une expérience qui a été réalisée puis obtenir les mêmes résultats, sinon ces résultats ne sont pas valables. Donc un résultat scientifique, c'est un résultat qui peut être retrouvé par n'importe qui dans le monde. Donc la science établit une démarche,
protocole qui permet de répondre à toute une série des difficultés qu'on évoquait tout à l'heure. À cet égard, d'ailleurs, il me semble que la science est une activité qui peut rapprocher des civilisations différentes. Quand on voit dans un même laboratoire des gens qui viennent de pays différents, qui ont des cultures différentes, des religions différentes, des croyances différentes, participer à une activité scientifique, on s'aperçoit que, d'abord, ils parlent le même langage, ils utilisent les mêmes équations, ils ont les mêmes critères d'objectivité et de rationalité des résultats qu'ils obtiennent, et ceci les rapproche. Donc l'activité scientifique est, à mon avis, une activité qui peut rapprocher les gens et contribuer à atténuer les conflits, malheureusement, qui existent de plus en plus sur notre terre. En particulier, bien sûr, nous avons eu l'hérédité très chargée des conflits qui ont existé entre la France et l'Allemagne, et c'est merveilleux maintenant de voir dans un laboratoire des jeunes Français et des jeunes Allemands travailler ensemble, discuter, et avoir complètement oublié ces siècles de guerre et d'horreur. Je pense aussi que, par exemple, dans le conflit dramatique du Proche-Orient, voir ensemble des scientifiques de ces pays travailler ensemble, réunis dans un congrès, comme ça a été le cas il y a quelques mois, j'étais à Malte, à une réunion qui a réuni des physiciens et des chimistes venant de 10 pays du Moyen-Orient, Égypte, Liban, Israël, Syrie, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Iran, et de voir ces gens travailler pendant une semaine sur des problèmes de physique et de chimie, discuter de projets de coopération éventuels, ça a été très réconfortant. Jamais dans votre carrière, vous n'avez assisté dans ce champ scientifique à des blocages dont l'origine serait culturelle ou politique ou religieuse? Très franchement, non. Je pense que, comme je vous l'ai dit, sur des problèmes scientifiques, il y a un langage universel et qui s'adapte, qui n'est pas dépendant de telle ou telle croyance. Évidemment, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas eu des scientifiques qui ont déraillé. Donc vous êtes pendant le nazisme, il y a eu des grands physiciens, lauréats du prix Nobel, comme Stark, comme Lennard, qui ont pris des positions calquées sur Hitler, et qui ont traité la relativité et la mécanique quantique de disciplines juives, à proscrire des universités. Donc, il y a des physiciens, comme aussi aux États-Unis, comme Shockley, qui a énoncé des textes proprement racistes. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas des scientifiques qui déraillent complètement. Mais des vrais scientifiques, ceux qui contribuent réellement. Les trois que vous avez évoqués ont eu le prix Nobel. C'était des vrais scientifiques. Hein. Oui, ils ont contribué, mais ils ont complètement déraillé. Mais je veux dire, le scientifique est attaché aux valeurs universelles que représente la science, au doute qu'elle inspire, à l'esprit de remise en question. Ce vrai scientifique n'émet pas des thèses de ce type. De plus en plus, on entend une remise en cause de la part du pouvoir politique ou même de l'opinion du fait que la science fondamentale doit être financée par l'État. On observe que c'est une démarche très difficile à comprendre, qui n'a pas de retombées culturelles directes pour le public et dont les applications sont imprévisibles, aléatoires et pas systématiques. Et on entend de plus en plus de voix qui réclament que la recherche fondamentale soit financée par des fondations ou par le privé. Quelle est votre opinion sur ce problème ? Je pense que c'est une grave erreur et qui m'angoisse beaucoup. Je pense qu'elle est due au fait que les politiques n'ont pas une idée précise. Ils n'ont même aucune idée de ce qu'est la recherche fondamentale. Ils pensent avec une constante de temps qui correspond à leur mandat de 4-5 ans. Donc ils souhaiteraient que l'argent qu'ils investissent, l'argent public qui est investi dans la recherche, se traduise par des résultats à l'intérieur de leur mandat qui leur permettent d'être réélus. Je crois que pour la recherche fondamentale, il faut avoir vraiment une vision à long terme. Parce que, comme nous avons discuté lors des précédentes émissions, la technologie qui aura cours dans 20 ans, correspond à la recherche fondamentale qui se fait aujourd'hui dans les laboratoires. Il faut donc préserver cette recherche. Il faut, comme elle n'a pas d'application
dans l'immédiat, il faut que ce soit un financement public. Bien sûr, s'il y a en plus des donations, ça ne peut qu'améliorer la situation, mais l'État doit comprendre que il va de l'intérêt du pays de maintenir cette activité et de la subventionner et de faire en sorte qu'elle soit de très bonne qualité. Je pense aussi, de manière encore plus importante, que la recherche fondamentale est une activité qui peut attirer, qui peut former des intelligences, des talents et de la matière grise qui peut permettre d'innover, de créer, de trouver des voies nouvelles d'activité. Et un pays qui arrête ce type d'activité est un pays qui se condamne à utiliser des inventions qui sont faites ailleurs et qui rentrent forcément dans un déclin intellectuel. Je pense que la recherche fondamentale est vraiment une activité créatrice d'intelligence, au même titre que l'art. C'est une partie essentielle de la culture. Je pense que nous avons besoin d'attirer dans cette activité les meilleurs esprits, les meilleurs jeunes esprits de notre pays. L'idéal d'ailleurs serait que les cadres des grandes entreprises, que les politiques eux-mêmes aient eu une formation par la recherche, ils aient eu une certaine expérience de cette activité pour, lorsqu'ils dirigent leur entreprise ou lorsqu'ils entreprennent des actions politiques, ils aient cette vision à long terme que la recherche donne et qui manque cruellement dans notre pays. Est-ce que vous seriez prêt à dire qu'il y a eu une sorte de trahison des élites? Je pense notamment aux grandes écoles scientifiques qui forment à la science de nombreux étudiants talentueux, dont une toute petite partie seulement reste dans le domaine de la science, les autres allant vers des activités qui ne sont absolument pas scientifiques. Navrant, effectivement, vous avez raison de le dire, quand on voit des écoles comme l'école polytechnique ou l'école centrale, de moins en moins d'étudiants de ces grandes écoles se consacrent à la recherche et préfèrent entrer dans des activités que je ne critique pas, des activités de banque, d'assurance, de management, qui sont certes importantes, mais on a besoin pour notre pays d'un autre type d'activité qu'une activité de création, d'imagination. Et ce développement des capacités de création, d'intelligence, d'innovation ne sont développables que par la recherche, qui constamment se projette dans le futur et essaye de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles voies. Et je trouve que c'est un gâchis énorme de talent auquel on assiste. Même à l'école normale supérieure, qui en principe est une école qui forme pour la recherche et l'enseignement supérieur, il y a maintenant des passerelles vers les grands corps d'État et de plus en plus d'étudiants essayent de suivre ces filières. Encore une fois, je ne les critique pas, mais c'est pas de ça qu'on attend. Il y a une sorte de paradoxe, puisqu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait beaucoup moins de vulgarisation scientifique qu'aujourd'hui. Les journaux parlaient très peu de science, il y avait peu de livres de vulgarisation, mais les étudiants allaient nombreux dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sciences qu'avant. Il y a des pages sciences dans les journaux, il y a des émissions, il y a des livres, et les amphithéâtres ont tendance à se vider. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction qui remet en cause finalement la façon dont la science est évoquée aujourd'hui dans la société? Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a, comme si la communication se faisait au détriment de la pédagogie. De plus en plus de messages sont émis, mais ces messages ne sont pas compris et ils ajoutent au brouillard ambiant sans apporter de signaux. Je partage tout à fait ce point de vue. Je pense qu'il y a un effort énorme à faire pour recadrer la science dans l'esprit des gens. Je pense d'ailleurs qu'à cet égard, il serait bon de développer un enseignement d'histoire des sciences pour montrer comment les découvertes se font, comment l'amélioration de la condition humaine, qui est incontestable, résulte de découvertes qui ont été des résultats de recherche fondamentale, qui n'ont pas été planifiés. Et de prendre un certain nombre d'exemples concrets, de les expliquer clairement, pédagogiquement, pour montrer un petit peu comment notre civilisation a progressé, comment nos moyens de contrôle du monde dans lequel nous vivons ont augmenté dans des proportions considérables. Et de leur montrer que tout cela, ça résulte de travaux de recherche fondamentale. Je pense aussi que si nous avions plus de cadres ayant eu une formation par la recherche, on aurait peut-être des industries plus innovantes, plus dynamiques. Actuellement, ce que je trouve un petit peu déprimant, c'est que la plupart des
grandes industries dans notre pays sont toujours plus préoccupées par l'évolution de la bourse, les investissements qu'ils peuvent faire en bourse, que par le développement d'activités de recherche dans leur société. Je constate qu'aux États-Unis, les grandes entreprises qui ont réussi, Hewlett Packard, Apple, tout cela, ce sont des entreprises qui sont parties au début, qui avaient comme créateurs des gens qui venaient faire leur thèse, qui avaient des idées originales, qui ont démarré un projet, qui petit à petit sont devenus des entreprises de pointe, capables constamment d'innover et de se ressourcer. Je pense que nous avons, disons, défavorisé, nous avons mis cet aspect innovation, création, au second plan devant l'aspect management organisationnel. Il est remarquable que dans les appels d'offres, par exemple, de la Commission européenne pour la recherche, on met une note pour la valeur scientifique d'un projet, et on met une note sur sa qualité organisationnelle, et que souvent, c'est pas la note scientifique qui est la plus importante. Ça montre à quel point les considérations d'organisation, de management ont pris le dessus sur ce qui devrait être l'essentiel, qui est la science. Dans la première entrevue que nous avons eue ensemble, vous avez évoqué votre enfance en Algérie. Bon, vous avez quitté l'Algérie dans les conditions que vous avez racontées. Vous avez eu le prix Nobel. Est-ce que ça vous a rapproché de scientifiques algériens à cette occasion? Est-ce que vous avez encore des contacts? Est-ce que vous êtes curieux de ce qui se passe dans ce pays? J'ai eu dans mon équipe des scientifiques algériens qui ont fait d'excellentes thèses et qui, malheureusement, n'ont pas pu retourner dans leur pays parce qu'ils avaient des menaces. Il y a eu des événements assez tragiques en Algérie dans les années qui se sont écoulées et qui ont obtenu des postes de maître de conférence en France, puis de professeur. J'espère que si la situation s'améliore en Algérie, ils retourneront là-bas, parce que je pense très profondément que les pays en voie de développement ont besoin de développer une activité scientifique, un enseignement universitaire de qualité. Et ces pays ont besoin de scientifiques de talent. Et il y en a beaucoup. Il m'est arrivé d'aller à plusieurs reprises au Maroc, en Tunisie. J'ai d'excellentes relations avec des scientifiques marocains, tunisiens. Et je pense qu'un des grands devoirs des scientifiques français actuellement est d'essayer de contribuer au développement d'une recherche et d'un enseignement secondaire supérieur de qualité dans ces pays. Parce que l'avenir est là. On a l'impression quand même que les contraintes économiques, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, est plutôt une entrave pour la recherche fondamentale qu'autre chose. Et que du temps où il y avait une sorte de planification nationale, les choses étaient moins problématiques. Je ne sais pas si on peut repartir là-dessus ou pas. Mais... C'est une question. Parce que la recherche fondamentale en France est très bien portée du temps de De Gaulle, où il y avait une programmation quand même assez stricte dans un petit nombre de secteurs clés, qui autour d'eux engendraient une bonne recherche fondamentale dans d'autres domaines, et qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de grands projets. On est entré dans une école. C'est la même chose. Il y a eu deux hommes politiques qui ont eu une vision de la recherche que je trouve correcte et à long terme. C'est Pierre Mendès France et De Gaulle. Les deux avaient une vision de l'intérêt du pays qui déplaçait leur propre situation. Ils voyaient vraiment à 20 ans d'intervalle. Et si vous étiez ministre de la Recherche ou un personnage politique important, est-ce que vous seriez capable de fixer les grands axes que doit suivre aujourd'hui la recherche fondamentale? Quels sont les secteurs que vous tenteriez de privilégier? Même si je sais bien que vous n'aimez pas la programmation, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des endroits où de grandes promesses s'annoncent? Moi, je serais prudent. Je pense que si j'avais des responsabilités politiques, je pense que d'abord, j'essaierais d'obtenir un consensus de la part de tous les partis politiques. Parce qu'il me semble que la recherche et l'éducation, ce sont des problèmes qui devraient dépasser le clivage droite-gauche. Il faudrait que les politiques se mettent d'accord sur l'importance de faire un enseignement de qualité, une recherche de qualité, et que cet engagement ne soit pas remis en cause lors d'un changement de majorité. Et que chaque ministre ne se croit pas obligé de faire une nouvelle réforme qui va laisser son nom et qui, chaque fois, désorganise l'organisation, qui désorganise la structure. Donc je pense qu'il faudrait arriver à un consensus national à long terme en disant on va prendre une ligne et on va s'y maintenir pendant un certain nombre d'années. À ce moment-là, j'essaierai de trouver des dispositifs permettant de recruter avec une grande sélectivité des gens brillants
Et à cela, je donnerai la liberté totale de faire ce qu'ils veulent, et les moyens de le faire, avec une évaluation a posteriori, une évaluation rigoureuse a posteriori. Et j'essaierai bien sûr de définir un certain nombre de secteurs, mais très généraux, dans lesquels on sent qu'il se passe des choses, dans lesquels on sent que la science bouillonne et qu'il va y avoir sans doute des développements importants, mais sans contraindre les gens sur des programmes trop précisément définis.